Il y a un peu la vidéo là. Je crois que ça devrait aller. Non, on est trop pressé. Ok. Bon, bonjour, chers amis de la presse, et merci de répondre à cette conférence de presse virtuelle qui porte sur l'annonce du nouveau financement du Canada pour la riposte à la COVID-19 en RDC. Et pour planter le décor et mieux alimenter nos interactions, nous recevons autour de notre table virtuelle monsieur l'ambassadeur du Canada en RDC, et monsieur Nicolas Simard. Et nous devrions avoir en principe les secrétaires généraux des ministères de la Santé et des Affaires sociales, donc sûrement qui vont se joindre à nous dans quelques instants. Et nous aurons également les représentants de l'UNICEF, donc le docteur Edouard Beigbeder, et celle ou celui du CCISD, Madame Geneviève Blouin, et celui de War Child Canada, Madame Asha Gervais. Et donc chacun prendra tour à tour la parole pendant plus ou moins 5 minutes pour monsieur l'ambassadeur et 2 minutes chacun pour les autres intervenants. Et juste après ces différentes interventions, le débat sera ouvert avec le jeu de questions-réponses au cours duquel chacun des journalistes voulant intervenir sera invité à se présenter et présenter son organe. Et pour une meilleure qualité de la communication, nous allons demander à tous ceux qui n'auront pas à prendre parole de désactiver leur micro pour faciliter la fluidité des échanges. Et sans plus tarder donc, je m'en vais passer la parole à monsieur l'ambassadeur du Canada pour l'annonce qui fait l'objet de la présente conférence téléphonique. Monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup pour la parole. Distingués partenaires du Canada, distingués invités, mesdames et messieurs, Mbote Nabino Nyonso. C'est pour moi un honneur et un privilège de prendre la parole au nom du gouvernement du Canada pour annoncer de nouveaux financements pour lutter contre la COVID-19 en République démocratique du Congo. Chers amis et partenaires, comme vous le savez, la COVID-19 est une menace mondiale qui ne connaît pas de frontières et nous ne pouvons y faire face que par une action coordonnée. Chaque jour, les défis de cette pandémie se manifestent dans différents pays, dans différentes régions, dans différentes communautés, dans nos communautés. Mais c'est seulement en travaillant de concert, ensemble, que nous serons en mesure de réellement relever ce défi, autant à l'échelle mondiale qu'au sein de nos écoles, de nos centres de santé et au sein même de nos ménages. Durant ces temps difficiles, le Canada appuie le maintien des services aux populations vulnérables, y compris le soutien à la santé et aux droits sexuels et reproductifs, à la santé maternelle et infantile, à l'éducation, à l'offre d'une aide humanitaire, entre autres secteurs incontournables, pour assurer la santé des plus vulnérables durant cette période sans précédent. C'est en ce sens que le Canada se mobilise pour faire face à cette crise sanitaire et qu'il continue de contribuer aux efforts internationaux de lutte contre la pandémie en octroyant un financement urgent et nécessaire, notamment pour soutenir les populations les plus vulnérables. Le Canada a d'ailleurs consacré presque 160 millions de dollars canadiens en nouveaux financements d'aide au développement pour soutenir la lutte contre la COVID-19 et qui s'ajoutent aux financements, bien sûr, qui sont aussi octroyés au niveau de l'aide humanitaire. Mais nous savons que la COVID-19 est une réalité ici en RDC, le pays ayant répertorié plus de 10 000 cas et tristement enregistré plus de 250 décès. C'est donc pour répondre à cette réalité ici en RDC que j'ai le plaisir d'annoncer, au nom de mon gouvernement, l'octroi d'un financement additionnel de 5,3 millions de dollars canadiens pour soutenir les efforts contre la pandémie de la COVID-19 en RDC.
Ceci se fera par l'entremise de 3 projets existants et déjà présents en sol congolais. Ces financements iront au secteur névralgique de la santé et de l'éducation, des secteurs durement touchés par la COVID-19. Plus concrètement, nous augmentons le projet Accès aux services de santé à Kinshasa de 1,3 million de dollars, mis en œuvre par le Centre de la coopération internationale en santé et développement, CCISD en sigle, qui renforce les services préventifs et curatifs dans les structures sanitaires de 7 zones de santé de Kinshasa pour, entre autres, augmenter la connaissance des femmes sur leurs droits en matière de planification familiale, sur leur état de santé en général. Et cette augmentation appuiera notamment l'amélioration de la capacité de prise en charge des cas suspects de COVID-19 en milieu hospitalier, le renforcement du système de surveillance épidémiologique, le système de référence et de transfert vers les hôpitaux pour la prise en charge des cas de COVID-19, le renforcement des capacités des agents de santé pour assurer la poursuite de ces activités en temps de pandémie et finalement, la sensibilisation et la promotion des mesures préventives intégrant des messages pour lutter contre les violences basées sur le genre. Parce qu'en fait, cette épidémie est aussi, on parle beaucoup d'une pandémie de l'ombre qui touche malheureusement les femmes et les filles à travers des violences basées sur le genre et notamment les violences domestiques. Deuxièmement, nous augmentons également de 2 millions de dollars le projet de la riposte à la 10e épidémie d'Ebola de l'UNICEF qui améliore la qualité des services préventifs à travers un accès accru aux services de vaccination, ainsi que la prévention des maladies infectieuses comme l'Ebola et maintenant la COVID-19. L'augmentation permettra au projet d'appuyer le renforcement des structures de coordination de la riposte à la COVID-19 du gouvernement de la RDC, notamment le secrétariat technique, les structures de prise en charge des malades et la surveillance des cas, la prévention et le contrôle des infections dans les structures de santé et la communauté, et finalement, la communication sur le risque et l'engagement communautaire. Troisièmement, nous augmentons également de 2 millions de dollars le projet mis en œuvre par Wild Child Canada, qui s'intitule « Sur les ondes », qui vise à améliorer les résultats d'apprentissage des enfants non scolarisés, en particulier des filles et des enfants handicapés, dans les communautés marginalisées et touchées par des conflits en République démocratique du Congo, en utilisant l'enseignement interactif à la radio. L'augmentation permettra au projet d'appuyer l'accès à une éducation de qualité à plus de 350 000 apprenants touchés par la crise, dont 50% de filles et d'adolescents, l'amélioration de l'accès des environnements d'apprentissage sûrs et sécurisés durant et après la crise de la COVID-19, mais également la capacité du gouvernement de la RDC à se préparer et à répondre à l'interruption scolaire et la transition de retour à l'école. Chers amis et partenaires, ces investissements additionnels du Canada s'alignent sur notre approche féministe de l'aide internationale, car cette pandémie pourrait exacerber les inégalités et inverser les gains en matière de développement. Cela est particulièrement vrai pour les femmes et les filles qui comptent déjà parmi les citoyens les plus vulnérables et sur qui les familles et les collectivités ont tendance à s'appuyer pour les besoins supplémentaires. En plus de ces financements spécifiques pour aider nos partenaires comme la RDC à lutter contre la COVID-19, le Canada continuera à favoriser et à promouvoir, en tant que membre du G7, la collaboration entre les partenaires internationaux afin de réduire les risques pour chacun et de veiller à ce que la préparation et le renforcement du système soient guidés par des considérations d'équité et de soutien aux plus vulnérables. Au niveau mondial, autant qu'au niveau des pays partenaires, le Canada continuera à répondre à la pandémie de la COVID-19 en encourageant ses partenaires traditionnels à utiliser de nouvelles solutions pour mettre au point des approches novatrices, incluant les efforts visant à mettre au point un vaccin qui, on l'espère, pourra contribuer à préserver la santé et la sécurité des populations du monde entier.
nous espérons que les efforts et actions du Canada, ainsi que ceux de nos partenaires comme le CCISD, l'UNICEF et War Child Canada, ici en RDC, pourront contribuer à réduire l'incidence de la COVID-19 dans votre pays. Je vous remercie de votre attention. Maintenant, Domingui. OK, merci. Après ce mot de Monsieur l'ambassadeur, nous allons, comme prévu, passer la parole au secrétaire général aux affaires sociales, Non, la santé. Au secrétaire général du ministère de la Santé, à qui on demandera d'activer le micro avant la prise de parole. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Oui, je voudrais d'abord remercier l'ambassadeur du Canada et à travers lui tout le gouvernement canadien pour cet appui combien important qu'il vient d'apporter à notre pays pour soutenir la riposte à cette pandémie qui jusque-là n'est pas terminée, mais pour laquelle il faut vraiment qu'on réactive toute l'attention en termes de stratégie et pouvoir arriver à contrôler cette pandémie dans les jours à venir. Comme vous le savez, on a développé un plan de riposte et qui est mis en œuvre par le secrétariat technique comme lead. Et ce plan a nécessité de moyens énormes, de moyens colossaux. Jusque-là, il faut avouer qu'il y a eu des efforts de part et d'autre, non seulement du gouvernement en mettant les moyens qu'il faut, mais aussi beaucoup de partenaires sont venus à la rescousse de la République pour l'aider à pouvoir combattre cette pandémie qui est très dangereuse, mais qui continue. C'est vrai qu'il y a des efforts aujourd'hui considérables quand on regarde l'évolution de la courbe de la maladie au niveau du pays. Il y a des efforts considérables qui montrent quand même que les tendances sont très favorables, mais il y a encore des problèmes parce que quand on regarde, on a vu que l'épicentre s'est déplacé un tout petit peu vers l'Est, mais Kinshasa, quand on regarde aussi à Kinshasa, autant il y a quand même une baisse considérable, mais lorsqu'on fait les tests chez les VIP, par exemple, on constate qu'il y a un fort pourcentage de positifs, c'est-à-dire que la pandémie, elle est toujours là, mais nous devons veiller. Et donc, il faut des ressources. Je pense qu'avec cet appui additionnel, ça va nous permettre de nous recentrer au regard de l'évolution de la pandémie pour être encore beaucoup plus efficients et adresser les questions qui sont des vraies questions d'actualité pour éviter qu'il y ait encore un second rebond, comme on dit, et de peur aussi qu'il y ait aussi des décès qui s'ajoutent, quoi. Donc, je crois que c'est bienvenu, cet appui, et nous ne pouvons que remercier le gouvernement canadien pour ce geste combien important, et surtout avoir pensé à cette catégorie qui est les femmes aussi. Donc, parce que ça, c'est très sensible. On a parlé des hôpitaux, mais on n'a jamais fait attention de façon particulière aux maternités, parce que ça, c'est un problème réel aussi. Et je crois que cet appui va essayer de voir quels sont les domaines qui n'ont pas été suffisamment pris en compte, comment on peut couvrir ces gaps. Et pour moi, c'est au nom de son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, je ne peux que vraiment remercier le gouvernement canadien pour ça. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le secrétaire général. Nous constatons que le secrétaire général du ministère des Affaires sociales n'est toujours pas connecté. Et donc, de ce pas, nous allons passer la parole au représentant de l'UNICEF, Dr Edouard Beigbeder, comme annoncé. Merci. Tout d'abord, bonjour à tous. Bonjour, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Canada, ainsi que
Monsieur le secrétaire général de la Santé et tous les journalistes présents ici et dans la salle. Je voulais vous remercier infiniment car ce projet va permettre de continuer à supporter les différentes éliminations des différentes pandémies au niveau du pays. Ce qui était important, je pense, dans ce projet, c'est que c'est un renforcement des capacités du gouvernement et de s'assurer, dans un souci de pérennité, de nos investissements. Le projet lui-même vise la promotion des droits fondamentaux des femmes et des enfants à travers l'amélioration de la fonctionnalité et performance du système de santé pour un meilleur accès des mères, des nouveau-nés, des enfants et des adolescents aux services de santé de base, contribuant ainsi à la réduction de la mortalité et la morbidité liées à la maladie Ebola et au Covid-19 en RDC. Depuis le début de la réponse Ebola, l'UNICEF, avec le support du Canada, a procédé à la distribution d'équipements et médicaments dans 67 formations sanitaires dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Afin de renforcer, parce que naturellement le système de santé doit vibrer avec la communauté, nous avons aussi renforcé la dynamique communautaire et l'engagement communautaire des communautés affectées à ces risques. Et ainsi, l'UNICEF et ses partenaires ont mis en place plus de 228 cellules d'animation communautaire, dont plus de 30% des membres sont des femmes, et nous espérons continuer à accroître ce pourcentage. Les CAC sont au niveau communautaire la cellule qui a été élue par la communauté et qui fait le lien avec les différents systèmes de santé ou d'autres et fournissent des conseils de santé précis en un temps opportun pour encourager les comportements de recherche de santé positifs. De s'assurer aussi que ce n'est pas uniquement de lutter contre l'Ebola et le Covid, mais aussi de s'assurer que les enfants soient bien vaccinés, qu'ils continuent d'aller dans les centres de santé pour avoir des soins sur la nutrition, en même temps qu'ils apprennent les gestes barrières et de mieux connaître les maladies pour mieux prévenir. Dans le cadre de la réponse contre le Covid, et enfin de sensibiliser la population sur les risques de la maladie et encourager les communautés à adopter les mesures de prévention, l'UNICEF a aussi, comme vous l'avez précisé, contractualisé et travaillé étroitement avec 45 radios communautaires de 3 provinces, dans le Haut-Katanga, le Nord Kivu et le Sud Kivu, qui ont produit et diffusé des spots, des micro-programmes et des émissions radiophoniques sur le Covid-19. Émissions qui peuvent d'ailleurs être proposées à d'autres radios après, dans d'autres provinces et ailleurs. En 2020, notre collaboration avec l'UNICEF, avec le gouvernement du Canada, a été très importante. Nous avons reçu un montant total de 12 millions de dollars canadiens pour appuyer ces réponses à ces épidémies, mais surtout, et je tiens à insister, à travers le renforcement du système de santé. Le danger étant qu'avec le Covid, les communautés prennent peur des systèmes de santé et n'aillent plus vers les systèmes de santé. Et donc, c'est très important d'avoir cette interaction entre les communautés, les systèmes de santé, en même temps de pouvoir supporter les intrants et la connaissance. Dans le futur, naturellement, nous sommes en train de discuter au niveau global, au niveau de l'UNICEF, et avec nos partenaires, Gavi, CEFI, l'OMS et d'autres, de voir comment on pourrait, dans un temps plus long, au moment où il y aurait une disponibilité des vaccins, pouvoir
disponibiliser, je pense au niveau global, jusqu'à 2 milliards de vaccins, mais pour couvrir aussi la DRC. Et ces programmes de renforcement du système de santé préparent ces futures réponses à cette pandémie, mais aussi aux autres. Elle aussi, à travers les messages du Covid et de l'Ebola, nous avons vu que nous avons aussi une baisse de certaines maladies liées aux diarrhées, comme le choléra. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et la collaboration avec le ministère et avec les différents ministres provinciaux de la santé et le système en lui-même, public et privé, est très important pour pouvoir justement faire une différence dans ces moments qui sont un peu critiques. Je vous remercie infiniment. OK, merci, Dr Edouard. Nous allons, comme prévu, à présent passer la parole à Madame Asha Gervin, directrice pays de Warchild Canada. Madame Asha, si vous nous écoutez, vous pouvez activer votre micro. Oui, pardon, désolée, je suis là maintenant. Vous m'entendez? OK. Bonjour tout le monde. Je tiens à remercier l'ambassadeur du Canada et tous les invités aujourd'hui. Nous sommes très contents comme War Child Canada d'être avec vous et pour partager qu'avec le soutien du gouvernement du Canada, plus de 350 000 apprenants touchés par la pandémie COVID-19 pourront poursuivre leurs études grâce au programme d'éducation interactive à la radio pendant cette période de fermeture d'école. Donc, grâce à ce financement, War Child Canada, en partenariat avec le MINAS, le PST et nos partenaires radio, pourra soutenir les étudiants des provinces de Tanganyika, Ituri, Haut-Katanga, Sud-Kivu, Nord-Kivu et Kinshasa, avec un soutien particulier aux filles qui, nous savons, sont particulièrement touchées par les fermetures d'écoles. Une fois que les écoles ouvertes, War Child Canada sera en mesure d'aider les écoles et les centres de rattrapage scolaire à ouvrir en toute sécurité et pour s'assurer que les élèves, en particulier les filles, retournent à l'école. Donc, encore une fois, je tiens à remercier le gouvernement du Canada et du RDC pour leur soutien sans fait à l'éducation pendant cette période importante. Merci. Vas-y. OK, merci beaucoup. Et je constate que Madame Geneviève Blauen, directrice projet du CCISD, n'est toujours pas en ligne. Et donc, de ce pas, si c'est le cas, donc nous allons ouvrir la série de questions-réponses avec les différents journalistes déjà en ligne. Je m'aperçois qu'il y a plus ou moins 4 journalistes déjà en ligne. Et donc, vous avez la parole en commençant par vous présenter votre organe et sans oublier l'activation de votre micro. Les amis journalistes, vous avez déjà la parole. Donc, je vois qu'en ligne, nous avons déjà Yann Matanda, il y a Chris, il y a Ogi Moudiaï qui vient de se connecter. Il y a Missy Bangala. Et donc, si vous avez déjà quelques questions, c'est le moment de les poser. La parole est à vous. Bonjour. Bonjour. Malheureusement, j'ai eu un petit souci de réseau, donc je n'ai pas entendu l'introduction et notre journaliste, il se connecte à peine.
Donc, ça serait bien de nous faire un petit briefing du début. OK, comme on a les coordonnées, vos emails, donc nous ne manquerons pas à la fin de cet échange de partager quelques briefs d'informations que nous avons déjà à ce sujet. Merci. D'accord, merci beaucoup en tout cas. Merci. Ben, je crois que Ogi est en ligne aussi. C'est lui peut-être qui aura plus de questions aussi. Bonjour, bonjour. Bonjour, Joël Lemika. Oui, c'est Joël Amika du secrétariat technique de la riposte contre la COVID-19. Et là, j'interviens pour le compte du média en ligne santé.cd. Donc, comme l'a dit ma collègue Missy Bangala, il serait peut-être important pour nous de pouvoir, de pouvoir bénéficier d'un petit rebriefing de votre part. Cela nous permettra, c'est vrai qu'on a suivi, mais on a raté quelques éléments. Ça nous permettra finalement d'avoir les éléments nécessaires pour construire nos questions. Donc, si possible, revenez un peu sur, on va dire, un petit brief sur les contenus de l'activité. Voilà. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc nous aurons à partager de la documentation avec tous les amis journalistes qui sont enregistrés. Mais par rapport à l'introduction qui a été faite, il y a eu plusieurs intervenants. Et peut-être que vous n'aviez pas tous les détails, mais il y a quand même des grandes lignes qui ont été retenues. À moins qu'il y ait un besoin particulier avec une des interventions que nous venons d'avoir. Mais sinon, que les autres journalistes qui sont en ligne, qui ont noté quelques points et qui ont des questions à poser, à moins qu'il y ait un intervenant parmi les 4 qui ont pris la parole tout de suite, tout à l'heure, à moins qu'il y ait un d'entre eux qui aimerait bien revenir sur un point particulier. Mais je pense que pour le reste, nous aurons à partager de la documentation à la fin. Si je peux me permettre, juste pour résumer en quelques mots, mais je pense que aujourd'hui, le sujet de la discussion, c'est effectivement le renforcement des capacités et de la fonctionnalité des performances du système de santé. Et lorsque l'on fait face à une urgence telle que le Covid-19 ou l'Ebola, comment est-ce qu'on peut investir pour répondre au niveau du système, que ce soit au niveau des formations sanitaires, mais aussi des communautés et le lien entre eux pour pouvoir mieux répondre à ces différentes maladies. Naturellement, l'éducation est aussi un concern et le gouvernement du Canada, dernièrement, a continué à appuyer et à renforcer cet appui qui ont permis effectivement certaines avancées. Au niveau de l'Est, nous avons réussi, tous les partenaires, sous le lead du gouvernement, d'éliminer l'Ebola. Nous connaissons des difficultés, mais nous avons une réponse au niveau du Covid. Et j'en profite de rajouter tout à l'heure que le gouvernement canadien, grâce à sa générosité, nous allons pouvoir aussi, nous avons pu procéder à la remise de 10 000 tests jeunes experts, à un moment où justement on manquait de tests au niveau du pays. Mais en tout cas, la réponse de la DRC, on ne peut pas en rougir lorsqu'on voit aussi les difficultés des autres pays. Il y a une réponse qui permet d'être là. Et puis, en le faisant à travers le système de santé, cela permet aussi d'avoir des résultats dans d'autres domaines. Le choléra est au plus faible depuis quelques années. Naturellement, la saison des pluies va arriver. On espère continuer à avoir ces bons résultats. Mais le fait que les messages sur l'Ebola et sur le Covid
de laver les mains ont pu avoir une incidence positive. Il faut continuer naturellement à faire cette vibration entre les systèmes de santé et les communautés parce que dans le Covid, on le sait, c'est surtout dangereux pour des personnes plus à risque, soit du fait de l'âge, soit du fait de comorbidité. De ce fait, il faut que les enfants continuent à aller dans les zones de santé, se faire vacciner et avoir d'autres soins sur la malnutrition et autres. Donc aujourd'hui, c'était vraiment de faire souligner ces efforts du ministère de la Santé, du Canada, de World Child, de l'UNICEF pour pouvoir justement s'assurer que la santé continue à délivrer et combattre ces pandémies. J'ai essayé de résumer, je parle au nom de tout le monde, j'espère que j'ai pu mettre en phase. C'est très bien fait, Edouard. Franchement, on peut difficilement faire mieux. Simplement, j'ajouterais à ce que tu viens de dire que pour nous, évidemment, c'est un enjeu extrêmement préoccupant partout dans le monde. On le vit dans notre pays, on le vit ici en RDC. Et ce matin, j'ai rencontré le secrétaire général Yumba dans le cadre d'une réunion avec d'autres donateurs. J'ai rencontré également le professeur Mouyembe. Et on a pu se rendre compte que il y a quand même une évolution positive en RDC depuis le mois de mai-juin. On a vu quand même le nombre de cas journaliers baisser, le nombre de décès se réduire également. Donc, bien sûr, la mesure des cas est basée sur une proportion de cas symptomatiques. Donc, on n'a pas nécessairement l'idée du nombre de cas général de tous ceux qui pourraient être affectés par la pandémie de COVID-19. Mais il est évident que dans un pays comme la RDC, qui est un pays jeune, avec une pyramide démographique où il y a finalement très peu de personnes au-delà de l'âge de 65 ans, qui est un âge critique pour être à risque par rapport à cette maladie. Donc, finalement, on voit des résultats qui sont plutôt bons. Mais ceci dit, il reste des choses à faire et comme on en a parlé tout à l'heure, le renforcement des systèmes au niveau national, le renforcement des systèmes au niveau des provinces est fondamental pour être prêt à faire face à ce genre de situation critique. Et c'est pour ça qu'on est très heureux de s'associer à ces projets de manière à travailler avec le ministère de la Santé, à tous les niveaux, avec les équipes de l'INRB, avec nos partenaires internationaux et nationaux. Et ces besoins sont importants, que ce soit du côté de la santé, pour être en capacité de répondre à ces enjeux rapidement, mais aussi du côté de l'éducation, puisque beaucoup d'élèves, malheureusement, ont raté l'école au cours de ces derniers mois. C'est le cas partout dans le monde, ce n'est pas que le cas ici en RDC. Mais on croit qu'il est important de soutenir des partenaires crédibles qui permettent d'apporter une réponse auprès de ces jeunes qui n'ont pas pu aller à l'école, et notamment les jeunes filles dans les zones de conflit, puisqu'elles étaient déjà à risque et la COVID est venue finalement renforcer une situation déjà critique. Donc, il s'agit aujourd'hui d'une annonce d'une contribution additionnelle du Canada de 5,3 millions de dollars canadiens à travers 3 organisations, l'UNICEF, le CCISD et World Child Canada. Je dis additionnel parce que cette année, nous avions déjà annoncé une contribution de 37,6 millions de dollars au niveau de l'aide humanitaire et que cette aide est gérée aussi par beaucoup d'organisations partenaires et notamment pour venir en réponse à la situation de l'Ebola et la situation de la COVID-19 et d'autres enjeux humanitaires. Et il ne faut jamais oublier les autres problèmes. Ce n'est pas parce qu'on a une pandémie ou une recrudescence d'Ebola maintenant dans la province de Mbandaka, d'ailleurs où je vais me diriger demain pour voir un peu la situation sur le terrain.
il ne faut pas oublier les autres enjeux. Il y a la rougeole qui est toujours une préoccupation au niveau du pays, même s'il y a eu des progrès dans ce domaine. Il y a d'autres enjeux de santé, il y a d'autres enjeux d'éducation, il y a toujours des violences basées sur le genre. Donc, il faut maintenir notre vigilance. Il s'agit d'une nouvelle contribution qui permet d'apporter certaines solutions et ça témoigne de l'engagement politique du Canada en RDC avec une contribution à l'aide au développement qui est maintenant montée à 135 millions de dollars par année en 2019. Donc, c'est un engagement significatif du Canada. On est là pour appuyer les autorités et on travaille avec des partenaires de confiance pour livrer des programmes qui soient les plus efficients possibles avec une meilleure gestion possible des ressources financières et des ressources humaines. Donc, voilà en quelques mots l'objet de notre réunion, de notre annonce d'aujourd'hui. Mais je voulais apporter quelques éléments complémentaires de ce que mon ami Édouard Becbéder a pu donner déjà. Je vous remercie de votre attention. OK, merci, Monsieur l'ambassadeur, et merci, Monsieur le représentant UNICEF, pour ces résumés qui viennent s'ajouter aux différents mots que nous avions tous suivis. Et juste avant de repasser la parole à nos amis journalistes, je voudrais juste signaler la connexion de Madame Geneviève Bloin, directrice pays du CCISD, qui va nous dire aussi son mot avant de repasser la parole aux journalistes pour les questions-réponses. Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup pour la parole. Est-ce que vous m'entendez bien? Nous t'entendons très bien. Excellent. Écoutez, excusez-moi pour la connexion un peu tardive. Donc, oui, moi, Geneviève Bloin, je représente le CCISD en RDC. Je suis aussi la directrice du projet ASC, Accès aux services de santé à Kinshasa. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous désirez que je vous fasse un petit résumé des activités qui sont prévues en lien avec ce financement supplémentaire? Tout à fait, Excellent. En plus ou moins 2 minutes. Excellent, oui. Alors, je fais rapidement. Écoutez, il faut savoir que dans le cadre du projet ASC, on appuie 7 zones de santé à Kinshasa et il était déjà prévu dans le cadre du projet de travailler en matière d'hygiène et d'assainissement. Donc, pour nous, c'était tout à fait naturel de bénéficier ou en fait d'augmenter ou d'étendre les activités en lien avec l'hygiène et l'assainissement en lien avec la riposte pour la COVID. Donc, l'octroi de 1,3 million de dollars canadiens supplémentaires va nous permettre une série d'activités. Par exemple, il faut savoir que les structures de santé se retrouvent à répondre à des besoins supplémentaires. Donc, il y a des frais de fonctionnement supplémentaires qui sont prévus, des frais de fonctionnement qui étaient déjà prévus au projet, mais on les a bonifiés. Il est également prévu de doter des équipements en intrants, en hygiène, de protection contre les infections. Pour protéger, oui, le personnel de santé, les techniciens et techniciennes de surface, mais aussi les bénéficiaires des services de santé. Approvisionnement en eau également pour s'assurer qu'il y a une hygiène adéquate qui soit faite dans les structures de santé. On couvre des structures qui n'ont pas accès à l'eau, donc une bonification de ce côté-là. Beaucoup de sensibilisation aussi, promotion des mesures préventives. Donc, on a contribué aux campagnes de sensibilisation, on les a bonifiées. Et ces campagnes-là nous permettent aussi de sensibiliser et de rassurer la population sur la sécurité des services qui sont offerts dans les centres de santé pour que la population, justement, puisse continuer à bénéficier de ces services-là en toute confiance. On améliore aussi la capacité de prise en charge des cas suspects en milieu hospitalier de façon transitoire. Un appui aussi au système de référence transfert lorsque les ambulances peuvent être, disons, non disponibles. Bien, les ambulances dotées par le projet peuvent être utilisées en cas de nécessité. Renforcement aussi du système d'information sanitaire pour assurer un transfert d'informations rapide en milieu rural où il n'y a pas de couverture réseau téléphonique, donc dotation de phonie par exemple. Un gros processus de renforcement de capacité des agents de santé à plusieurs échelons, les hôpitaux généraux de référence, mais aussi aux centres de santé,
pour s'assurer que les agents de santé aient une information adéquate en matière de COVID-19. Parfois, malheureusement, les informations ne se rendent pas jusqu'à eux. Donc, il y a un gros processus de renforcement de capacité qui est actuellement en cours. Et finalement, très rapidement, une amélioration aussi des infrastructures en gestion de déchets biomédicaux, par exemple par des constructions d'incinérateurs pour s'assurer justement d'éliminer de façon sécuritaire les déchets qui pourraient être produits, qui pourraient être contaminés dans les structures de santé. Donc, voici très rapidement là, un petit portrait des activités supplémentaires qui peuvent être mises en œuvre avec le financement supplémentaire. Donc, c'est tout pour le projet. OK, merci Madame Blouin. Et nos amis journalistes sont vraiment assez bien servis. Il y a le secrétaire général du ministère de la Santé qui voudrait aussi rajouter un petit rien avant qu'on repasse la parole aux journalistes. Non, je voulais juste faire un petit résumé par rapport à ce que j'ai dit avant, comme le journaliste n'était pas encore peut-être connecté. Juste mes résumés, c'est de dire que la survenue de Covid a montré que les limites de notre système de santé, que ce soit en termes de prise en charge, que ce soit en termes de diagnostic, que ce soit même en ce qui concerne la prévention, contrôle des infections. Et donc, pour nous, pour le ministère de la Santé, la réponse à cette pandémie constitue vraiment une opportunité pour pouvoir renforcer les systèmes. Et voilà pourquoi cette riposte est ancrée dans le système de santé. C'est un principe clé parce qu'il faudra qu'in fine, que le système de santé profite des appuis qui viennent dans le cas de cette riposte pour se renforcer. Et c'est le cas, bien entendu, de l'appui qui vient d'être annoncé par le gouvernement canadien, qui va certainement venir renforcer les systèmes pour que, in fine, qu'on ait un système résilient, pérenne et capable de pouvoir gérer aussi les autres situations de santé qui pourront venir plus tard. C'est un peu ça les résumés en fait. Donc, c'était juste pour remercier le gouvernement canadien et je l'ai fait au nom de mon chef, le ministre de la Santé. Voilà, merci. OK, merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Et donc, sans plus tarder, je m'en vais passer la parole à monsieur Joël Lamika, qui... Oui. Allô, vous m'entendez? Oh, OK, là, ça passe. Oui. OK, merci beaucoup. J'ai deux questions. La première s'adresse directement au secrétaire général de la Santé, qui représente ici les gouvernements congolais. Monsieur le secrétaire général, nous aimerions savoir, à ce jour, combien avez-vous déjà reçu au niveau plutôt de la part de l'ambassade du Canada? Et comment est-ce que les dons de l'ambassade du Canada ont été repartis sur toute l'étendue du territoire national? La deuxième question s'adresse directement à monsieur l'ambassadeur. Ma question elle est celle de savoir combien d'ONG et structures avec lesquelles vous travaillez qui sont basées en dehors de provinces ci-après, notamment le Nord Kivu, le Sud Kivu et Kinshasa. Combien d'ONG avec lesquelles vous travaillez qui sont basées en dehors de ces provinces-là? Pourquoi? Parce qu'on a comme l'impression que les efforts, que ce soit du gouvernement ou les efforts des partenaires, sont essentiellement concentrés sur quelques provinces, notamment les Nord Kivu, les Sud Kivu, Kinshasa. Bref, les provinces qui sont sérieusement touchées par les épidémies, notamment Ebola, ou encore aujourd'hui, on va parler de la COVID-19. Mais qu'en est-il, n'est-ce pas, des provinces telles que, à peine ici, à quelques kilomètres de Kinshasa, au Kwango, à Feshi? Les gens ont beaucoup de difficultés dans ces provinces-là. Est-ce que vous avez aussi concentré vos efforts, n'est-ce pas, dans toutes ces provinces-là que je qualifie des provinces oubliées? On peut enchaîner avec un autre journaliste avant de passer la parole aux intervenants. Aucune main n'est levée jusque-là, en dehors de celle de Joël. Donc, le temps que vous apprêtiez vos questions, on va donc passer la parole en premier aux
au secrétaire général à qui 2 questions ont été posées. Celle de savoir comment le ministère a déjà reçu de l'ambassade de Canada et comment les ressources reçues sont réparties à travers le pays. Merci. Bon, je voudrais d'abord remercier le journaliste pour cette question. Je crois que par rapport à cette riposte, ce qu'on a fait comme ministère de la Santé, étant donné qu'il y avait un plan de riposte qui a été élaboré, au décours de ce plan, on a organisé la mobilisation des ressources pour, bien sûr, appuyer le secrétariat technique afin de mettre en œuvre les activités prévues dans ce plan. Et pour faire le suivi de la mise en œuvre de ce plan, nous avons mis en place un outil, une matrice de collecte de données financières qui nous aidait aussi à tracer le financement reçu des différents bailleurs. Et c'est à partir des engagements, bien sûr, et jusqu'au niveau des décaissements réels du dernier dollar en rapport avec les interventions par pilier. Alors, je risque de me tromper, mais je sais que si je regarde mon tableau qui n'est pas actuel, j'ai vu que le Canada s'était engagé autour de 3 millions de dollars par là, 3 391 000 $ par là, comme engagement du Canada dans le cadre de la riposte pour ce plan qui a été élaboré. Alors, maintenant, ce qu'on fait, c'est assurer le suivi régulier parce que ces financements se soient donnés directement à travers les ONG pour l'acquisition, par exemple, de matériel ou pour appuyer les activités, renforcement des capacités et autres. Mais je n'ai pas les détails près. Je risque de me tromper pour donner exactement aujourd'hui qu'est-ce qui a été réellement décaissé. Mais les données existent parce que c'est transparent et il n'y a pas de choses à cacher. Donc, il y a une matrice, comme je vous ai dit, qui circule et qui montre clairement qui a donné quoi et où aussi. Bon, en rapport avec la répartition, bien sûr, de ces financements, il y avait beaucoup de principes là-dedans. Premièrement, c'était que là où le partenaire a déjà des interventions, il peut apporter un plus dans le périmètre ou la province d'intervention. Et aussi apporter aussi des ressources pour appuyer le plan de façon globale, quitte au secrétariat technique sur base des domaines d'intervention qui sont listés dans le cadre du plan, voir quelle est la valeur ajoutée en termes de gaps, où est-ce qu'on peut apporter des ressources. Voilà un peu comment je peux répondre à cette question. Donc, ce n'est pas... le montant est connu, c'est question vraiment de vérifier pour s'assurer exactement ce qui a été réellement décaissé. Et quant à la répartition de provinces, les choix, bien sûr, est fonction des priorités de province. Parce qu'on ne peut pas amener des ressources là où il n'y a pas de problème. Donc, tout était bien réfléchi et des discussions se font. Il y a toujours... Chaque semaine, cette matrice circule et il y a des arbitrages pour voir là où il y a de vrais besoins et comment on peut allouer des ressources pour adresser les défis qu'on rencontre. Voilà comment je peux répondre à cette question. Merci. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Et de ce pas, nous allons donc passer la parole aussi à Monsieur l'ambassadeur, à qui 2 questions principales ont été posées. Celle de savoir combien d'ONG, à combien s'élève le nombre des ONG avec qui vous collaborez et de quelle manière elles sont réparties à travers le pays. Oui, merci beaucoup. En fait, on travaille avec un très grand nombre d'organisations, que ce soit au niveau international, des organisations internationales comme l'UNICEF ou des organisations, des ONG internationales ou canadiennes comme War Child Canada, par exemple, et qui elles-mêmes travaillent ensuite avec d'autres organisations qui sont des organisations de la société civile, des ONG locales. Donc, il faudrait, si vous voulez, pour avoir un compte exhaustif, il faudrait que nous consultions tous nos partenaires pour avoir une idée de leurs propres partenaires
pour avoir un chiffre précis à donner. Mais si je comprends bien le sens de votre préoccupation touche à la question de la répartition géographique de l'aide internationale en RDC et la concentration dans certaines provinces ou certaines régions par rapport à d'autres qui pourraient être moins bien desservies que les provinces qui sont à l'avant-plan de l'actualité nationale. Et c'est vrai que, compte tenu de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC depuis plus de 25 ans, l'ampleur des besoins dans ces provinces a fait en sorte qu'une grande partie de l'aide internationale, notamment l'aide canadienne, s'est dirigée vers ces provinces. Même chose pour Kinshasa, c'est une province très peuplée avec quand même une population qu'on estime entre 12 et 17 millions d'habitants. C'est une des plus densément peuplées de la République démocratique du Congo. Et il y a des enjeux qui sont propres à une mégalopole qu'on ne trouve pas ailleurs en RDC. Donc, il y a des besoins spécifiques qui ont demandé une réponse particulière des autorités congolaises et de la communauté internationale. Mais en fait, je voulais vous rassurer sur le souci que nous avons d'être présents dans les provinces les plus reculées de la RDC. Je vais vous donner deux exemples. L'an dernier, j'ai fait une visite dans la province du Sankuru, qui est au plein cœur de la RDC, qui est la province qui est la plus enclavée de la RDC. Et nous avons lancé des nouveaux projets pour venir en aide aux femmes et aux filles de la province du Sankuru en matière de santé sexuelle et reproductive avec l'UNFPA. Donc ça, c'est des exemples très concrets d'une aide qu'on peut apporter même dans des régions les plus reculées de la RDC. Et demain, je me dirige vers la province de l'Équateur, à Mbandaka, pour voir un peu la situation concernant l'épidémie d'Ebola, mais aussi pour annoncer deux nouveaux projets qui soutiennent des organisations féminines qui sont soutenues dans le cadre du programme Voix Leadership des femmes en RDC à travers le centre Carter. Et donc, ce sont des organisations qui vont pouvoir bénéficier de financements canadiens dans le domaine du renforcement des capacités au niveau politique, au niveau économique, au niveau de l'entrepreneuriat. Et donc, si vous voulez, ce n'est pas parce qu'il y a des besoins massifs dans certaines provinces que finalement nous fermons les yeux sur des enjeux dans d'autres provinces et nous essayons d'être présents partout sur le territoire congolais en fonction des besoins, en fonction aussi des capacités à livrer des programmes dans ces différentes provinces. Voilà, je vous remercie pour la question. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Là, je constate qu'il y a notre ami Ogi Moudiaï qui voudrait bien prendre la parole. Monsieur Moudiaï, vous avez la parole. Oui, bonjour à tous. En fait, la question que je vais poser, je n'ai pas bien noté les montants de l'aide additionnelle, mais aussi la question que je voudrais poser à Monsieur l'ambassadeur. Vous êtes engagé d'aider le pays, donc la RDC, le gouvernement congolais, mais est-ce qu'après cette aide, est-ce que vous évaluez pour savoir comment l'argent a été géré avant de passer à une autre aide additionnelle? Aussi, je voudrais avoir la précision du nom de madame qui gère le projet CCUSD. Merci. S'il vous plaît, M. Moudiaï, est-ce que vous pouvez répondre la dernière question à adresser à madame Acha. On ne l'a pas bien saisi. En fait, ce que je voulais, c'était juste de savoir son nom. Je voudrais avoir son nom parce que je ne l'ai pas noté. OK. Merci.
Merci beaucoup. Donc, nous allons encore rendre la parole à Monsieur l'ambassadeur pour les 2 questions lui adressées. Oui, merci beaucoup. Si vous voulez, je vais juste revenir une dernière fois sur la dernière question parce que j'ai davantage de précision. Donc, dans le domaine de la santé, nous sommes également dans la province du Maniema, en Ituri, dans la Chopo. Et à travers Gavi, nous sommes bien sûr présents dans tout le pays au niveau de la vaccination. À travers le Fonds mondial, nous sommes présents également à l'échelle de toute la RDC. Et à travers le Global Fund, nous sommes également dans 14 provinces. Donc, vous voyez que notre aide, finalement, touche de nombreuses régions de ce beau pays et pas uniquement donc quelques provinces plus limitées. La directrice de CCSD qui nous a rejoint s'appelle Geneviève Blouin. Elle nous rejoint aujourd'hui du Canada. Et donc, nous sommes très heureux que tous nos partenaires soient avec nous aujourd'hui. Pour la question sur l'aide supplémentaire, donc il s'agit d'une aide supplémentaire de 5,3 millions de dollars canadiens. Et en fait, nous avons voulu utiliser des projets qui sont déjà en place pour aller plus rapidement que de travailler sur des nouvelles initiatives. Donc, c'est pour ça que nous avons sélectionné ces 3 projets qui fonctionnent très bien et à travers lesquels nous avons pu augmenter finalement les financements canadiens sans avoir à redévelopper tout un projet qui aurait pris plusieurs mois. Sur la question de l'évaluation, il est clair qu'on se base sur le suivi et évaluation de nos partenaires. On choisit des partenaires de qualité qui ont des mécanismes de suivi et évaluation très robustes pour permettre de savoir comment l'argent est utilisé et quels sont les résultats qui sont atteints à travers nos financements. Récemment, nous avons conduit avec d'autres donateurs une grande évaluation décennale avec le ministère du Genre, Famille et Enfants, pour pouvoir avoir une meilleure idée des résultats obtenus dans le domaine de la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre à l'échelle de la RDC. Et je suis heureux de vous dire que cette évaluation décennale a ensuite servi à l'élaboration de la nouvelle stratégie nationale de lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre qui a été lancée il y a quelques jours par Madame la ministre. Et donc, vous voyez qu'à la fois à un niveau plus macro et au niveau des projets, nous faisons un suivi très attentif en se basant sur des évaluations et le monitoring qui est fait des projets pour que nous puissions tirer les leçons des expériences acquises et surtout s'assurer que les résultats soient les meilleurs pour la population congolaise. Merci. Merci beaucoup. Et il nous reste encore plus ou moins 10 minutes. Donc, les amis journalistes, vous avez encore quelques minutes qui vous restent pour les dernières questions dans le cas où il y en aurait encore. Monsieur Yann Matanda ou peut-être des questions de relance avec Monsieur Oguimugaï. Parce que le 3e qui était de la partie vient de se déconnecter. Et donc, si les 2 qui nous restent encore ont des questions supplémentaires, vous avez la parole. Apparemment, nos amis n'ont plus de questions. Et là, d'ailleurs, je viens de me rendre compte qu'il ne nous restait pas 10 minutes. C'était à 16h30. Donc, ma montre m'a un peu trahi. Et voilà, donc de ce pas, on ne peut que vous remercier d'avoir pris part ou répondu à cette conférence de presse virtuelle, en commençant par les intervenants ainsi que les journalistes. Bonne suite de journée et on garde contact. Merci. Merci infiniment. Bonne journée. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Merci tout le monde. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.